Oui, donc nous voilà en effet de retour. Alors juste là tout de suite, je vois que le chat a été quand même assez fourni pendant le film, c'est chouette, mais n'hésitez pas à nous donner, voilà, à nous dire en un mot, une impression, une phrase, voilà, rapidement ce que vous a inspiré ce documentaire. Euh, voilà, on va prendre on lira quelques réactions, donc n'hésitez pas. Je demanderai la même chose juste après à Hélène et Vincent, mais voilà, on va laisser quelques secondes passer le temps que vous puissiez nous donner quelques-uns de vos avis. Pendant ce temps-là, je vais juste donner aussi quelques chiffres voilà, que j'ai trouvé intéressants pour compléter ce documentaire déjà assez riche, hein, mais quelques chiffres voilà, pour compléter un peu sur le soja. Euh, donc la production de soja aujourd'hui mobilise environ 100 millions d'hectares de terres agricoles dans le monde. C'est une surface qui équivaut à la surface de la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. C'est assez conséquent. Au niveau mondial, la production de soja a plus que triplé depuis les années 90. En Europe, 95% du soja nécessaire est importé. Entre 2013 et 2017, la Belgique a importé chaque année en moyenne 2,5 millions de tonnes de soja. Et un tiers du soja qui est importé en Belgique, un tiers du soja importé en Belgique est consommé en Belgique et le reste est réexporté sous forme brute, transformée ou incorporée. Donc aussi pour illustrer les échanges, finalement, ce que dit le film, hein, mais pour le ramener un petit peu aussi à côté de nous. Voilà, tous ces échanges, on va chercher ailleurs, on amène ici, on retransforme et on renvoie ailleurs, etc. Donc voilà, c'était le temps de vous laisser quelques secondes pour voilà, réagir. Et en effet, on voit que les réactions ne sont évidemment pas positives, évidemment. Maintenant, effectivement, c'est ce qu'on lisait dans le chat, il y a aussi beaucoup de réactions assez négatives. On va essayer quand même de donner quelques pistes. Je ne sais pas si c'est d'espoir, mais en tout cas, voilà, de réflexion qui nous font dire qu'il y a quand même des choses à faire, évidemment. À la fois des luttes à mener, mais aussi, pourquoi pas, des mesures à prendre. On revient au local, ça effectivement, on va en reparler un petit peu, après. Donc je vais réaccueillir nos deux intervenants. Donc Hélène Capocci, qui est chargée de recherche et de plaidoyer pour Entraide et Fraternité, voilà, qui est là, qui est bien là. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais justement remettre le chargeur de mon ordinateur. Bonsoir. Et donc Vincent Delobel, qui est éleveur de chèvres et membre de la FUGEA également. Bonsoir Vincent. Oui, ton micro, voilà, exactement. Bonsoir, merci. Eh bien, voilà. Est-ce que vous aussi vous avez un petit commentaire à chaud sur le film rapidement, hein, sans rentrer non plus dans le détail de tout, mais un petit commentaire peut-être Vincent et puis Hélène. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, oui, d'un autre côté, c'est énormément de parallèles qui se dressent entre voilà, des situations vraiment similaires dans les mécanismes et qui sont vécues un peu partout. Je retrouve énormément d'échos avec des témoignages ici qui nous sont directement familiers, ici en Belgique. Hein. On peut parler du soja au Brésil, mais de la pomme de terre chez nous, par exemple. Et alors, de manière transversale et dans tous les témoignages qu'on a pu voir dans ce film, c'est les cas de violation de droits fondamentaux vécus par les personnes rurales. Et à chaque fois, des nations qui se pensaient toujours être les gagnantes et les dominantes se voient aussi être les victimes de ces violations. C'est très intéressant de voir, par exemple, ce témoignage des personnes dans les communautés rurales aux États-Unis. On a l'impression que c'est un copier-coller de certains témoignages qu'on reçoit d'Asie du Sud-Est, par exemple, ou d'autres communautés voient des investisseurs étrangers débarquer avec des grandes plantations d'huile de palme, par exemple, ou bien c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre et il n'y a pas de nation, il n'y a plus de nations pauvres et de nations riches et où la violation et les détrimentations de réalité, de conditions de vie vont dans le même sens. Non, nous pouvons, nous aussi, être les victimes de ce traité de libre-échange. Et c'est vraiment ça qui est en train de changer dans la mentalité des agriculteurs européens. C'est se rendre compte que nous risquons vraiment de devenir les victimes de ce traité de libre-échange et donc de perdre énormément de qualité de vie et de pouvoir d'action. Ouais, merci. Hélène?
Oui, j'ai beaucoup aimé le documentaire. Enfin, je trouve qu'il est vraiment hyper bien fait pour toucher à tous les enjeux qui concernent la transformation de nos systèmes alimentaires au niveau mondial. Et je trouve que voilà, oui, il résume très bien tous les problèmes qui sont posés une fois que en fait l'agriculture perd cette vocation nourricière et est au service de l'alimentation du système commercial mondial en fait. Et donc on voit tout ce que ça implique comme transformation dans la vie des gens, dont certains la vie est réellement détruite par cette transformation-là. Et puis voilà tous les impacts environnementaux, etc. Et évidemment ça me fait penser à ce qui alimente aussi ce type d'agriculture, si on peut appeler ça encore comme ça, et notamment les accords de libre-échange, ouais, qui sont clairement un gros fuel à des entreprises agricoles de cette ampleur-là qui détruisent tout sur leur passage, quoi. Oui, et donc effectivement, si on commence déjà à parler libre-échange, c'est vrai que le soja, c'est aussi pour ça que ce film il est intéressant. Le soja est un peu symbolique, emblématique, oui, d'une production massive, uniforme, mondiale. Et donc, en parlant, si on va tout de suite sur l'accord avec le Mercosur, voilà, en partant du soja, est-ce que le soja fait partie de cet accord? Est-ce que tu peux nous donner pour l'instant juste, on va dire, les faits de cet accord Union européenne-Mercosur, qui ça concerne, qu'est-ce que ça concerne, voilà, pour qu'on ait déjà un petit peu une idée de ce qu'il y a dans cet accord de libre-échange. Oui, donc l'accord UE-Mercosur, c'est un accord qui est en train d'être négocié entre l'Union européenne et 4 pays latino-américains. Il y a le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Mais clairement, le gros poisson des pays latinos, c'est le Brésil. Et qui vise à libéraliser les échanges et créer un énorme marché transatlantique entre ces deux régions-là, en supprimant plus de 90% des droits de douane entre les biens échangés. C'est quoi ces biens échangés? Déjà, sans surprise, c'est toujours le même schéma en fait qu'on reproduit d'un accord à l'autre. C'est en fait l'Union européenne qui va tirer profit de son industrie développée à haute valeur ajoutée, et de l'autre côté, ici, elle compte apporter principalement des biens de matières premières, en fait, qu'elles soient agricoles ou minières, de la part des pays latinos. Et voilà, c'est à ce point caricatural que c'est souvent résumé par le slogan « Cars for Cows », donc des voitures contre des vaches, parce que les industries qui risquent d'en bénéficier le plus au niveau européen, c'est l'industrie automobile, l'industrie chimique et pharmaceutique, le textile. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que l'industrie chimique en bénéficierait, en sachant que, voilà, par exemple, l'Union européenne, elle exporte 56 000 tonnes de pesticides au Brésil, enfin, dans les pays du Mercosur chaque année. Et alors, on a vu l'utilisation massive qui est faite de tels pesticides au Brésil, notamment dans les cultures de soja, et puis qui nous reviendrait du coup sous forme de biens agricoles transformés, ou presque pas, par la suite, quoi. Donc, c'est un peu ça, en résumé, cet accord qui est toujours pas signé. Donc, voilà, il y a encore des choses à faire. Donc, on est bien d'accord que ça ne concerne pas non plus que l'agriculture, c'est aussi ça, c'est un package un peu global où on met en face des productions agricoles, des productions intellectuelles, je crois, enfin, ou de l'industrie pure. On met en face on met ensemble plein de choses et on négocie un peu tout comme si tout était équivalent. Et ça reliait ce que tu disais, l'agriculture perd aussi sa fonction nourricière, quoi. Oui, voilà. Et donc, en fait, une des raisons qui fait qu'on est très préoccupé par les effets de cet accord, c'est les effets sur l'agriculture européenne, parce qu'il y a quelques secteurs qui sont identifiés comme potentiellement gagnants de cet accord-là. Donc, c'est notamment le secteur de la pomme de terre surgelée, dont la Belgique est un des leaders au niveau européen et même mondial. On pourra y revenir. Et donc, oui, en fait, les giga
entreprises agricoles qu'on a un peu aperçues à travers le documentaire vont être mises en concurrence avec l'agriculture européenne qui n'est pas du tout calquée sur le même modèle. Donc, on n'a pas du tout les mêmes normes à respecter, on n'a pas du tout les mêmes tailles d'exploitation, etc. Et du coup, voilà, toutes les études d'impact montrent que clairement, l'agriculture européenne est le secteur sacrifié de l'accord de libre-échange, quoi. Oui, Vincent, est-ce que toi, en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur, cet accord, il aurait un impact concret dans ton quotidien s'il était mis en place? Est-ce que tu verrais vraiment concrètement quelque chose? Alors, comme pas mal de collègues ici en Wallonie, un peu partout en Belgique, on a, en tout cas en ce qui concerne notre ferme, on a choisi d'arrêter de produire pour ces circuits-là et arrêter d'en dépendre totalement. Comme tu l'as expliqué en introduction, nous avons choisi, et c'est une voie qui est largement suivie parmi les éleveurs et agriculteurs à la FUGEA, c'est celle de l'autonomie, c'est-à-dire de cultiver nous-mêmes l'alimentation de nos animaux, d'avoir des circuits fermés, c'est-à-dire avec ce cycle fermé des nutriments entre la production d'aliments sur la ferme et le retour des engrais comme fertilisants au sol. Des circuits internes à nos fermes ou en échange entre quelques fermes à l'échelle d'un même paysage. Ça, c'est voilà la voie que nous développons et sur laquelle nous mettons notre énergie parce qu'effectivement, il faut toujours résister sur différents plans. Il faut le faire au niveau politique et que ce soit au niveau national ou international. Mais avant tout, la politique aussi se décide à l'intérieur des fermes et comment les fermes sont organisées. Et c'est vraiment beaucoup de questions aussi techniques sur comment alimenter ces animaux, comment avoir des rations alimentaires qui soient tout à fait correctes et qualitatives, sans soja ou sans autres aliments importés. Donc voilà, en développant cette voie alternative, ben, finalement, c'est ce qui nous permet aussi de nous protéger des risques qu'un tel accord puisse générer. Maintenant, voilà, par solidarité avec la majorité de mes collègues ici, la plupart effectivement des éleveurs, en tout cas en ce qui concerne l'étape de la vente et la transformation, la commercialisation de la vente, pour la très très grande partie, ils dépendent encore très largement des circuits de commercialisation de grande échelle, hein, donc les grands abattoirs et les supermarchés et les marchés d'exportation. Et donc voilà, même si je vous dis que de manière de plus en plus large au sein des fermes en Wallonie, on se bouge, on essaye d'inventer, de réinventer, repenser notre manière de produire pour être plus autonome au moins sur les intrants, sur les aliments, commercialement par rapport à la vente, dans l'immédiat, voilà, la transition n'est pas du tout achevée et ça aura un impact très lourd sur le revenu des agriculteurs et en particulier des éleveurs qui est déjà extrêmement bas. Ouais. Je tiens à le rappeler, nous, agriculteurs en Wallonie, gagnons en moyenne 15 000 € bruts annuels par unité de travail. C'est la moyenne des agriculteurs qui contient donc un énorme écart déjà entre les éleveurs, on se situe plus autour des 8 000 par rapport aux cultivateurs qui gagnent davantage. Et donc, voilà, c'est commercialement, et justement, c'est toujours le problème, c'est parce que l'argent vient de la fin de la chaîne, et c'est à ce niveau-là que ça va encore frapper, alors qu'on est dans un secteur où le niveau de revenu, encore plus si on considère le revenu horaire, est déjà extrêmement bas. Et voilà, en dessous du seuil de pauvreté et en dessous de toute limite de dignité humaine. Oui, merci pour le témoignage. Je vais aussi donner de manière un peu inhabituelle la parole à mon collègue Nicolas, parce qu'effectivement, il y a aussi un autre accord avec lequel on peut faire le lien sur cette question économique, cet impact économique. Hélène, Vincent, vous parlez effectivement de l'impact pour les agriculteurs européens. Voilà, vous l'avez montré, vous l'avez expliqué. Il y a aussi un impact pour les agriculteurs, les petits agriculteurs dans les pays, je sais pas comment, participant à cet accord, quoi. Oui, voilà, partenaires, oui, 10 partenaires, effectivement. On fait juste un petit parallèle avec l'accord Union européenne-Pérou, où vous parliez de la pomme de terre, et c'est aussi le sujet. Voilà, oui. Nicolas, si tu peux dire 2 mots aussi sur l'impact qu'il peut y avoir sur les agriculteurs là-bas au Pérou aussi.
Effectivement, parce que cet accord-là, donc, c'est un peu le champ d'expertise, un peu plus de SES Fin, puisqu'on est engagé dans une campagne contre cet accord. Et donc, effectivement, à côté de l'UE Mercosur, dont on parle souvent, malheureusement, il y a d'autres accords, et notamment depuis 2012-2013, il y a un autre accord de libre-échange qui a été conclu entre l'Union européenne, le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Et cet accord, il est avant tout scandaleux parce qu'en fait, il entre dans une catégorie d'accords de libre-échange qui peuvent entrer provisoirement en vigueur avant même d'avoir été ratifiés par tous les parlements d'Europe. Donc, en d'autres mots, cet accord qui a été conclu avec la Colombie, le Pérou et l'Équateur, il est déjà provisoirement en vigueur depuis 2013, alors qu'il n'a pas encore été ratifié par notamment les parlements de la région de Bruxelles-Capitale et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, effectivement, comme tu le dis, ce qu'on reproche à cet accord, beaucoup de choses, mais notamment le fait qu'il booste clairement les exportations européennes vers ces 3 pays andins. Donc, par exemple, depuis 2013, l'Union européenne exporte au Pérou plus de 26 000 tonnes de pommes de terre frites surgelées par an. Donc, c'est 3 fois plus qu'avant l'accord. Et ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces produits européens qui sont exportés vers Pérou, Colombie, Équateur, ce sont des produits qui sont subsidiés par l'Union européenne et qui sont produits en grande majorité par une agro-industrie qui fait baisser les prix au détriment des agriculteurs et au détriment de l'environnement. Et donc le résultat des courses, c'est que tous ces produits européens qui débarquent sur le marché du Pérou, de la Colombie, de l'Équateur, ils vont être vendus à un prix clairement plus bas que la production nationale. Et donc c'est là qu'on peut parler d'une concurrence clairement déloyale. Et cette concurrence déloyale, elle empêche les producteurs andins, du Pérou, Colombie, Équateur, de vendre leurs propres produits, leurs propres patates, leur propre lait à un prix juste. Et donc le résultat de ça, c'est la pauvreté et la faim qui augmentent dans les campagnes. Des deux côtés. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment la marque de fabrique des accords de libre-échange. Que des perdants, sauf une petite poignée d'acteurs au sommet de l'échelle. Mais j'en profite peut-être pour relayer une question qui est en fait revenue plusieurs fois pendant le film. Alors, Hélène, tu l'as rapidement évoqué déjà, mais c'est pour peut-être un peu reclarifier le lien qu'il y a donc entre ces accords et la sécurité alimentaire vraiment des paysans des pays du Sud avec lesquels sont conclus les accords. Ici, moi, j'évoquais évidemment la question des revenus des petits agriculteurs, mais est-ce qu'il y a d'autres liens entre le problème de la sécurité alimentaire et les accords? Ben ouais, il y en a beaucoup. En fait, on se rend compte que c'est peut-être illusoire de vouloir identifier exactement quel impact concret a l'accord sur tel paysan. Mais en fait, on se rend compte que derrière tout ça, c'est un modèle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un modèle agricole, enfin en fait, c'est un modèle commercial qui est promu, qui favorise surtout aux grandes structures. Et ces grandes structures-là, elles déforcent du coup, les plus petites structures agricoles ici, vu qu'on est occupé à parler d'agriculture, et ça a des impacts comme, par exemple, comme ça a été très bien montré dans le documentaire, le rachat des terres. En fait, voilà, il y a des méga entreprises agricoles qui se développent, qui rachètent les terres des paysans aux alentours, qui ne voient pas d'autre façon d'avoir des revenus que de finalement, enfin, pas d'autre façon de survivre dans cette marée d'agro-industrie que de revendre leur lopin de terre ou bien de avoir des contrats avec cette entreprise-là pour cultiver à leur bénéfice. Et donc, en fait, on se rend compte que ça asservit vraiment la petite agriculture au service d'une agro-industrie. Et puis après, il y a tout un tas d'autres impacts comme ici, ça n'a pas été vraiment abordé, mais la question de la déforestation, ça a aussi des impacts en termes de conflits socio-environnementaux. Donc au Brésil, c'est vraiment un pays où lutter pour sa terre, lutter pour l'accès à l'eau est hyper dangereux. C'est le pays où il y a plus
d'intimidation des activistes et aussi même de assassinat, en fait, des gens qui luttent pour leur terre. Et aussi d'atteinte aux droits des peuples autochtones qui occupent des terres qui sont convoitées par les industries agricoles. Donc, on voit que ça a différents types d'impacts et forcément, tout ça, ça amène une précarisation de la population et une exposition aux problèmes de revenus et donc d'insécurité alimentaire. Voilà, en 2 mots. Puisqu'on est un peu sur les impacts, est-ce que, donc on a parlé de l'impact vraiment socio-économique, donc à la fois ici pour nos agriculteurs et pour les agriculteurs dans les pays partenaires, on parle tu parles dans l'environnement et de ce qu'on entend pour la déforestation. Est-ce qu'il y a d'autres impacts qu'on peut mentionner? Je pense aussi, ce qu'on entend souvent, c'est la question des normes sanitaires, alors normes environnementales, normes sanitaires. Est-ce que ça, j'imagine que c'est un impact aussi? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres encore à évoquer pour qu'on ait vraiment un panel de l'impact de ces accords de libre-échange? Oui, en fait, si on veut, il y a une sorte de nouvelle génération d'accords de libre-échange qui est en développement depuis une petite dizaine d'années. Avant, on se limitait à travers les accords de commerce à supprimer les droits de douane, à augmenter les quotas d'importation ou bien supprimer les quotas d'importation. Donc, c'était ce qu'on appelle réduire ou supprimer les barrières tarifaires au commerce. Et aujourd'hui, on va toujours plus loin dans la libéralisation des échanges et on s'attaque à d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'on ouvre la libéralisation à des nouveaux secteurs comme les services, comme les marchés publics qui deviennent aussi concernés par la libéralisation, ou on s'attaque aux barrières non tarifaires, comme on appelle, du commerce. C'est quoi exactement? En gros, il y a tout un tas de règles de normes qui régulent les importations et les exportations des différents pays. On n'a pas, si on prend le cas de l'agriculture, on n'a pas du tout à respecter les mêmes normes sanitaires et phytosanitaires entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. À titre d'exemple, le Brésil, il utilise 74% des pesticides utilisés au Brésil sont interdits en Union européenne. Ils ont recours à des pratiques de façon tout à fait commune, comme par exemple l'utilisation d'antibiotiques comme activateurs de croissance. Or, c'est complètement interdit en Union européenne. Ils ont aussi une législation beaucoup plus laxiste sur les OGM que ce que nous, on connaît ici en Europe. 95% d'ailleurs du soja qui est cultivé en Argentine et au Brésil est génétiquement modifié. Donc, voilà, nous, on n'a pas du tout les mêmes normes. Et ça pose problème. Toutes ces différences de normes, etc., ça pose problème parce que c'est considéré comme des complications administratives aux échanges commerciaux. Et du coup, en fait, les négociateurs vont essayer de trouver une sorte de compromis où on peut finalement se mettre d'accord pour réduire ces barrières au commerce, que ce soit aussi ils appellent ça coopération réglementaire, donc c'est finalement avoir développé un même système de normes. C'est évidemment un énorme risque pour les standards européens qui, tous les négociateurs se plaisent à le répéter. On a les normes sociales et environnementales les plus élevées du monde et on va utiliser les accords de commerce pour exporter notre modèle ailleurs. Sauf que ce qui risque d'arriver, c'est clairement pas ça. C'est clairement une revue à la baisse de nos standards. Et ça nous condamne autant au niveau de la santé des consommateurs, mais aussi au niveau des agriculteurs qui, eux, sont obligés ici en Europe de produire selon ces normes-là, avec des coûts de production beaucoup plus élevés, et donc qui n'arrivent évidemment pas à être compétitifs avec les importations agricoles des pays du Mercosur, par exemple, ou autres. Voilà. Après, ces nouveaux accords, ces accords de nouvelle génération, l'Union européenne se défend aussi de les promouvoir en disant c'est aussi des accords où on fait plus gaffe au développement durable. Il y a d'ailleurs un chapitre développement durable qui est développé où on fait référence aux accords de Paris, où on fait référence aux normes fondamentales de l'OIT, etc.
Sauf que ces chapitres développement durable-là, ils sont pas du tout contraignants comme le reste de l'accord. C'est-à-dire que si une partie ne respecte pas ce qui est contenu dans les engagements du chapitre développement durable, il n'y a aucune sanction commerciale comme c'est le cas pour le reste de l'accord. Ça veut dire qu'en gros, c'est des bonnes intentions qui sont énoncées sur papier, qui font très propre, très joli, etc. Oui, les parties s'engagent à respecter l'accord de Paris, etc. Mais qu'en soi, ça n'a aucune, à ce stade, ça n'a pas une valeur contraignante et vraiment une garantie d'applicabilité de ces engagements-là. Et en plus, si on veut aller encore plus loin, par exemple, dans le cas de l'accord dont on discutait avec le Mercosur, le Brésil, par exemple, il n'a pas ratifié toutes les conventions internationales du travail, notamment en ce qui concerne la liberté syndicale. Il n'a pas non plus, comme le Paraguay, ratifié la norme de l'OIT qui impose des contrôles dans le secteur agricole. Or, on sait que c'est un secteur où il y a énormément de problèmes de violation du travail, que ce soit par la surexposition des travailleurs à des pesticides, à des produits toxiques, etc., que ce soit du travail forcé, du travail des enfants. Or, voilà, le Brésil, le Paraguay n'ont pas du tout cette obligation d'avoir des contrôles dans le secteur agricole. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, cette question des droits, elle est vraiment intéressante. On va y venir juste dans quelques minutes. Je crois que Vincent, effectivement, aurait beaucoup de choses à dire, aura beaucoup de choses à dire. Peut-être Nicolas, je ne sais pas s'il y a une ou deux questions qui peuvent s'insérer ici par rapport à ce qu'on a pu dire déjà sur les oui, tout à fait. Donc, pour signaler aux personnes qui nous écoutent que je relève toutes les questions et je vais essayer de les disséminer aux moments les plus logiques dans la conversation. Donc, certaines questions sont bien enregistrées, mais on les posera un tout petit peu plus tard. Et ici, effectivement, il y a, par rapport aux impacts, aux autres impacts de ce genre d'accord, pendant le film, il y a eu toute une discussion aussi sur le lien entre ces accords et l'expansion d'un modèle qui est basé sur de la monoculture. Donc, j'aimerais bien demander à Vincent si c'est possible de réexpliquer, de clarifier un petit peu en quoi est-ce que ça peut être problématique comme ça d'avoir un système commercial qui va booster l'expansion de gigantesques monocultures. En quoi est-ce que écologiquement ou même en termes d'agronomie, c'est un risque? Oui, évidemment, tout sol a besoin d'être exploré par les racines des fondements de la biologie aussi, où la diversité, la biodiversité, qu'elle soit cultivée ou spontanée, sont essentielles à la résilience et à la pérennité du système. Donc voilà, faire patate sur patate chez nous, soja sur soja au Brésil et maïs sur maïs aux États-Unis, c'est absolument pas une solution. Donc voilà, il y a besoin pour la fertilité des sols à long terme d'avoir des circuits qui soient faits et où il y a de fertilité de matière organique aussi. Et donc voilà, voir le mythe selon lequel on pourrait se contenter de produire un ou deux aliments par pays et puis de tout échanger, c'est quelque chose qui ne colle pas à la réalité. Ah, bon, ouais. On a perdu Vincent. Je vais lui signaler par message que s'il trouve un autre endroit plus près de son modem, ça marchera peut-être mieux. Oui, il disait, on n'entendait pas forcément très bien, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Ça n'a déjà pas de sens d'un point de vue naturel. Et puis, pour la fertilité des sols, cultiver pommes de terre sur pommes de terre ou maïs sur maïs, ça n'aide pas, bien au contraire, la fertilité des sols et ça finit par les épuiser à terme. Alors, le temps que Vincent revienne, j'avais quand même une petite question encore j'en ai plein d'autres. Pour toi, Hélène, aussi parce qu'on parle d'environnement, effectivement, on sent que l'environnement est un peu, la protection de l'environnement est un peu à côté. Et pourtant, l'Europe est quand même, voilà,
comment dire, à voter un Green Deal, je sais pas, à adopter un Green Deal. Elle se veut un futur, le premier continent neutre en carbone, etc. Est-ce que c'est quand même assez, voilà, un peu étonnant ce double langage quelque part entre le langage et les faits, quoi. Oui, tout à fait. Il y a clairement des avancées. Tu viens d'évoquer le Green Deal. C'est évidemment quelque chose qui est assez encourageant dans l'évolution de la politique européenne. C'est-à-dire que c'est un pacte vert qui a été présenté par la Commission européenne l'année dernière, et qui a tout un tas d'ambitions tout à fait louables et nécessaires vu les enjeux de l'époque. La neutralité carbone d'ici 2050, et puis il y a aussi, entre autres, et ça considère tout un tas de secteurs, y compris l'agriculture, où il développe une stratégie pour l'Europe de la fourche à la fourchette, où en gros est abordée la question de la diminution de l'usage des pesticides, le développement d'un modèle d'élevage qui soit plus respectueux de l'environnement, parce qu'on se rend quand même bien compte que l'élevage en soi n'est pas nécessairement mauvais pour l'environnement, mais la façon dont est conçu l'élevage doit être pensée de façon écologiquement soutenable. Et voilà. Et à côté de ça, la même année, ils ont signé un accord de commerce qui va complètement à l'encontre de ces enjeux-là. Mais c'est en fait c'est des choses qui sont pas mises sur le même qui sont pas mis en cohérence, quoi. En gros, la stratégie from farm to fork, c'est conçu comme genre à l'intérieur des frontières européennes. Et après, on ne prend pas en considération les accords de libre-échange qui vont en fait externaliser tous les impacts négatifs que peuvent avoir l'agriculture, mais dans d'autres pays, quoi, au final. Donc, il y a clairement un manque de cohérence là-bas qui est assez flagrant. Mais par contre, c'est quelque chose qui est de plus en plus audible et de plus en plus entendu par les décideurs politiques. Par exemple, au niveau du Parlement européen, le Parlement a été amené à se positionner sur la révision de la politique commerciale européenne l'année passée, et ils ont voté un amendement qui refusait, avant même qu'il ne soit appelé à se positionner contre l'accord, qui refusait l'accord UE-Mercosur pour ses incompatibilités environnementales avec les engagements européens. Donc ça, c'est hyper encourageant. C'est la première fois que le Parlement européen refuse a priori un accord pour des raisons environnementales, quoi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pays qui se positionnent en opposition à l'accord pour des raisons écologiques. Et on voit donc que le débat entre la mise en lien du modèle commercial qu'on met en place et ses impacts sur l'environnement est de plus en plus fait. Et ce qui n'était pas le cas, en fait, il y a encore quelques années, quoi. Est-ce qu'on a retrouvé Vincent ou pas encore complètement? Je pense, je laisse la caméra coupée parce que c'était qu'on avait. Ouais, c'est peut-être. Ouais, voilà, on t'entend bien. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, ce serait aussi de réfléchir et de parler un peu de comment faire mieux, faire plus juste, plus durable. Et il y a effectivement une déclaration universelle des droits des paysans qui a été adoptée il y a quelques années. Est-ce que ça pourrait être un outil, un aiguillon pour aller vers un mieux, pour réformer? Alors, est-ce qu'il faut réformer? Est-ce qu'il faut carrément tout revoir? Bon, on peut imaginer que c'est peut-être tout revoir, mais est-ce qu'en tout cas, pour réformer en partie, est-ce que cette déclaration des droits des paysans pourrait aider, Vincent? Oui, voilà, j'espère que vous m'entendez. En fait, on a... Bon, deuxième tentative avortée. Bon, je peux en profiter pour une petite question du public aussi. Ouais, et c'est vrai que bon, voilà, c'est peut-être la dernière pièce manquante dans tout ce puzzle. Effectivement, l'idée, c'est de se dire effectivement réformer les accords de libre-échange, etc. Mais est-ce que finalement le moteur derrière tout ça, dans le cadre de l'Union européenne, c'est pas aussi la manière dont la politique agricole commune est faite, quoi, destinée à quand même une certaine surproduction qui doit être écoulée, tous les excédents qui doivent être écoulés sur
sur d'autres marchés. Hélène ou Vincent, est-ce que l'un de vous pourrez dire, juste pour clarifier pour les gens qui nous écoutent, quel est le lien comme ça entre cette PAC et ces exportations massives de l'Union européenne via les accords de libre-échange? Alors, la PAC, c'est tout un dossier et j'avoue que c'est assez épineux et moi, j'ai pas osé trop m'y frotter parce que c'est vraiment un gros dossier qui est d'ailleurs sous le feu de l'actualité, étant donné que la PAC est en train d'être révisée au niveau européen et ce, depuis pas mal de temps, et on voit que ça évolue. Ça évolue vers une promotion quand même on va dire, une prise en compte, en tout cas, plus grande des impacts de l'agriculture sur l'environnement. Faut se rappeler qu'au niveau mondial, au niveau global, le système agroalimentaire, c'est environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un secteur qui doit évoluer en fonction de ces défis écologiques. Et on voit que ça évolue à ce niveau-là, au niveau de la PAC. Maintenant, dans le détail, je ne connais pas du tout. Mais je pense que la vocation productiviste est toujours bien là, en fait. Donc, en fait, c'est un peu une sorte de verdissement de la vocation productiviste et exportatrice de l'agriculture européenne qui reste malheureusement inchangée, quoi. Je ne sais pas si Vincent, toi, tu connais un peu mieux que moi. Vincent, tu nous entends? Ouais. Oui, effectivement, on voit parmi les dernières réformes de la PAC une tentative de... Oui, moi je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Les dernières versions de la PAC, effectivement, prétendent en tout cas se dissocier d'un subside à la production directe, mais il y a toujours effectivement ce même genre de mécanisme, typiquement les primes à l'hectare ou les primes données à l'animal, qui restent pour nous des subsides à la production déguisée. Et donc, plus on a d'hectares et plus on a d'animaux, plus on touche d'argent public. Il n'y a absolument aucune justification éthique à ça, si ce n'est qu'un encouragement au productivisme. Juste brièvement, tant qu'Internet marche, par rapport à la déclaration des droits des paysans, donc voilà, juste bien préciser que nous avons voulu faire reconnaître dans le corpus des droits humains nos droits à un environnement sain, à un travail digne avec des règles, avec un revenu décent, nos droits à une alimentation digne et variée, culturellement adaptée. Et donc, voilà, dans la hiérarchie des droits, les droits humains priment et doivent primer sur les lois nationales, sur les traités internationaux. Tous doivent s'y conformer. Effectivement, voilà, ce n'est pas de la charité ou de l'aménagement. C'est rappeler quels sont les droits fondamentaux. Ils doivent être reconnus aux personnes rurales, aux producteurs, mais aussi aux riverains des champs, etc., tout comme aux urbains et aux autres personnes vivant dans des villes ou dans des autres endroits où le droit est plus largement respecté à l'heure actuelle. Et c'est ce cadre-là qui doit primer et qui doit, tous les autres accords doivent s'y plier. C'est pas, ce qu'on pourrait parfois critiquer dans les optiques de développement durable ou bien des objectifs du millénaire pour le développement, parfois des bonnes intentions, des petites vues vertes et des aménagements, du maquillage. Ici, non, c'est rappelé que c'est vraiment une question de droits fondamentaux et ça touche tout le monde. Si je peux me permettre un parallèle, pendant le film, m'est revenu aussi l'idée d'une lecture que j'ai réalisée il y a quelques temps, où c'est un livre d'histoire qui raconte l'émergence de la démocratie en Grèce antique et contemporaine à l'émergence d'une classe agricole moyenne avec des agriculteurs indépendants qui avaient une diversité de production et on pourrait dire maintenant du commerce équitable et des circuits de commercialisation juste avec les villes. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de se poser la question, effectivement,
du lien entre notre modèle agricole, la démocratie de nos systèmes alimentaires. Quand on voit dans le film, pose pour de la viande, etc., c'est vraiment alarmant. C'est utiliser l'alimentation et le commerce comme on faisait la guerre il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment des rapports très conflictuels et particulièrement dangereux. Et il est grand temps aujourd'hui, en tant que paysans un peu partout dans le monde, mais aussi tous les consommateurs et les personnes un peu alertes autour de nous, dresser le constat que voilà, on ne veut pas jouer à cette guerre et parce que le scénario est toujours le même, les mécanismes sont les mêmes, l'argent va toujours dans les mêmes poches. La construction non seulement des systèmes de production, mais aussi des mythes et des croyances qui sont développés autour des discours qui sont prononcés sur l'alimentation et sur ces enjeux-là, ce sont toujours les mêmes qui les produisent et pour voilà, nous hypnotiser, nous embrigader dans des systèmes qui sont les leurs. Cette déclaration des droits des paysans, pour nous, ça a vraiment été un processus très intéressant et positif parce que nous-mêmes, en tant qu'organisation paysanne, avons frappé la porte du Conseil des droits de l'homme, celle de l'Assemblée générale de l'ONU. On a pu faire reconnaître un texte qui concentre tous nos droits et les obligations des États vis-à-vis de ces droits de manière globale. C'est-à-dire que on veut, à l'heure où les marchés alimentaires se globalisent, avoir des règles et des protections et des droits fondamentaux qui soient universels. Ça a été vraiment une situation qui est totalement inexistante pour les ruraux. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important d'avancer là-dedans, de nous-mêmes, en tant que peuple ou en tant que paysans, etc., fixer nous-mêmes nos objectifs, notre discours, notre vision pour le futur et les choses que nous voulons atteindre. Et comme, voilà, décider aussi parmi les organisations paysannes par rapport à cette déclaration, nous désobéirons quand il faudra, mais dans le cadre de cette déclaration. Effectivement, si garder nos propres semences est un délit, nous n'hésiterons pas à continuer et à le faire parce que c'est notre droit fondamental. Même si des lois nationales ou des traités de libre-échange voudraient entraver ces libertés-là, c'est aussi la liberté de transformer son lait sans le pasteuriser. C'est aussi la liberté d'abattre ces animaux et de transformer de la viande fraîche à la ferme des petites infrastructures modestes. Tous ces droits fondamentaux-là, on ne peut pas transiger dessus. Et on doit vraiment les défendre et rappeler qu'ils font voilà, partie des droits fondamentaux et de l'équilibre de la démocratie, pas que pour nous. C'est pas un privilège professionnel, c'est pas un privilège juste pour les petits droits reconnus qu'à des petites catégories de personnes. Non. L'alimentation et On t'a perdu Vincent. Je crois qu'on a perdu Vincent. Pour juste le temps qu'ils reviennent, est-ce que Hélène, toi, si on reste un peu sur le Mercosur, mais aussi de manière générale, encore une fois comme un symbole, est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer ces traités? J'imagine que, enfin voilà, vous demandez des révisions et ce serait quoi les avancées intéressantes et utiles? Oui, alors des propositions, on en a. Il faut savoir que concernant l'accord de commerce avec le Mercosur, donc il y a quand même une forte mobilisation de la société civile des deux côtés de l'Atlantique. Il y a une déclaration qui a été publiée ici il y a quelques semaines, je vais vous envoyer le lien dans le chat, qui a réuni plus de 450 organisations des deux continents s'opposant à l'accord et demandant aux politiques de refuser cet accord qui aurait des impacts dévastateurs des deux côtés. Et au niveau européen, au niveau belge, ça s'organise aussi. Il y a une coalition en Belgique qui réunit plus d'une vingtaine d'organisations au sein de la coalition Stop UE Mercosur. Et on est en contact avec... donc, c'est une coalition qui regroupe aussi bien des ONG environnementales que de développement, des syndicats, des associations, enfin des syndicats agricoles comme la FUGEA d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment large et
on reçoit aussi le soutien de mouvements de jeunes comme Youth for Climate qui ont bien compris que ce type d'accord est nuisible au niveau, enfin ne doit plus être ratifié si on veut être un minimum cohérent par rapport aux actions qu'on doit prendre pour lutter contre le changement climatique. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en gros, qu'est-ce qu'on demande aux décideurs politiques? Le minimum, c'est clairement de rendre le chapitre développement durable contraignant par rapport au reste, comme le reste de l'accord. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est aller voir bien plus loin que ça, évidemment, parce qu'en fait, on se rend compte que si aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce qui entrerait sur le territoire européen respecterait nos normes, en fait, c'est juste pas du tout crédible, étant donné que le système de contrôle et de traçabilité qui est de mise au niveau du Mercosur n'est pas du tout assez développé, n'est pas du tout assez fiable que pour nous assurer que nos normes sont respectées. Donc ça, c'est un énorme problème. Il y a une des sécurités qui est annoncée, quand on parle des risques pour le secteur agricole, donc au niveau belge, il y a eu différentes études au niveau européen, mais aussi au niveau belge et au niveau wallon même. En fait, ça aussi, c'est le résultat d'interpellations des politiques, etc., en disant ça va avoir des énormes impacts sur des filières qui sont déjà en crise aujourd'hui. On parle de la filière bovine, on parle la filière de la volaille, du sucre, donc qui sont des marchandises qui sont concernées par la réduction des droits de douane de l'accord du Mercosur. Et ils disent oui, mais vous inquiétez pas, il y a une clause de sauvegarde dans l'accord et il y a même un fonds d'aide aux agriculteurs de 1 milliard d'euros qui est prévu pour les agriculteurs européens en cas de disruption, dérégulation du marché. Mais la clause de sauvegarde, c'est pas du tout suffisant comme réponse. Et en plus, c'est déjà partir du principe qu'on part clairement perdant avec cet accord-là. Donc, ça paraît quand même fou. Et la clause de sauvegarde, elle est limitée dans le temps. La condition pour l'appliquer, il faut avoir prouvé avec des preuves objectivables que c'est lié à l'accord de commerce, que vraiment il y a un problème dans telle filière européenne agricole, etc. Donc en fait, on s'engage dans un labyrinthe là où il y a quand même très peu de chances que les agriculteurs sortent gagnants. Ouais. Et en plus de ça, avec ce fonds de 1 milliard d'euros qui est là en cas de problème. Je pense que Vincent confirmerait s'il était toujours en ligne avec nous, mais que les agriculteurs, ce qu'ils veulent, c'est pas vivre de primes ou de compensations, c'est de vivre de leur métier dignement, d'avoir un revenu qui leur permette d'assurer une vie correcte avec tout l'investissement que ça demande d'être agriculteur aujourd'hui. Et voilà, c'est plus être dans une logique de compensation, mais dans une logique de prendre des choix qui permettent un système agricole viable qui réponde aux enjeux de l'agriculture aujourd'hui et aux enjeux écologiques. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, nous, en fait, chez Entraide, on défend une exception agricole, tout simplement, au sein des accords de commerce. C'était en fait quelque chose qui était présent, qui était l'agriculture était en fait exempte des échanges de libéralisation commerciale jusque dans les années 80. Et puis après, ça a été intégré justement parce qu'on est toujours plus dans la logique d'étendre la libéralisation à tous les secteurs possibles. Et du coup, l'agriculture y a été intégrée. Et on voit les résultats, c'est-à-dire que depuis les années 80 jusqu'à 2017, je pense, c'est les chiffres. En Belgique, on a perdu 68% des fermes. C'est énorme, quoi. C'est vraiment un phénomène hyper catastrophique. Autant pour les agriculteurs qui
qui se voient obligés de mettre la clé sous la porte, mais aussi au niveau de stratégique, quoi, au niveau des années à venir. Il faut sincèrement, fondamentalement, se poser la question quel modèle agricole on veut pour nous nourrir à l'avenir, étant donné qu'en fait la population mondiale, elle est en train de passer passer du côté urbain de la force, c'est-à-dire qu'en 2050, on sera plus de 60% de la population mondiale à être urbain. Donc, ok, mais ça veut dire quoi ça? Qui va nous nourrir? Est-ce que c'est les méga fermes qu'on a vues dans le documentaire ou est-ce que c'est des modèles d'agriculture familiale qui sont les plus à même de produire de l'alimentation de qualité tout en prenant soin des ressources naturelles, quoi. Ouais, je me permets juste aussi de compléter effectivement de ce que j'ai appris. L'agriculture avant n'était pas en effet était exclue de tous ces accords internationaux et notamment aussi au sein de l'OMC de toutes les discussions parce qu'on considérait que c'était extrêmement stratégique, c'était un secteur extrêmement stratégique et donc il fallait pas non plus le confier à ce type de régulation. Donc, c'est assez drôle de voir ce changement qui s'est opéré. Je voulais profiter que Vincent soit peut-être là pour aussi lui poser une question. On en a parlé voilà, en préparant aussi tout ce débat. Pour revenir aussi un peu à la question du soja, pour montrer qu'en effet, des alternatives existent au-delà d'essayer de réparer l'accord de libre-échange, enfin, le système de libre-échange et les accords. Il y a aussi, c'est ce que tu disais, toi, tu es en autonomie, toi et d'autres, vous avez fait le choix de l'autonomie, mais il y a aussi possibilité de ne pas avoir recours au soja. Il le dit à un moment dans le documentaire, finalement, et c'est ce que tu disais aussi en parlant des mythes, on nous fait croire que tous les animaux, quelle que soit leur race, peuvent manger du soja et que c'est bien. Finalement, évidemment, on se doute bien que non, et c'est ce qu'il dit aussi dans le documentaire. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu parlais des légumineuses, voilà, la capacité aussi à relocaliser chez nous comme une réponse et un contre-choix face à ce libre-échange voilà, et cette massification de la production de soja. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, effectivement, c'est un peu le mythe, voilà, que toutes les volailles, tous les porcs, mais toutes les vaches, toutes les chèvres, toutes les brebis du monde ont besoin absolument du soja pour produire du lait ou de la viande, ce qui est absolument faux. C'est vrai que c'est une plante qui contient une diversité d'acides aminés qui est très intéressante, etc., qui a beaucoup d'intérêt nutritionnel. Mais là, à la rendre indispensable, même en bio. Il y a beaucoup d'aliments transformés pour bétail en bio qui contiennent du soja aussi. C'est un mythe. Et donc, effectivement, en élevage ruminant, hein, donc que ce soit vache, brebis ou chèvre, la plupart des élevages chez nous alimentent avec du soja et nous pouvons tout à fait, effectivement, nous en passer. Grâce voilà, notamment à l'apport des protéines par les légumineuses dans les mélanges prairies, donc que ce soit le trèfle, enfin les trèfles, la luzerne, et tant en prairie qu'en métail, donc en mélange de céréales et légumineuses, ce sont toutes des cultures qui sont favorables à l'environnement. Donc elles vont se fertiliser donc pour l'azote grâce à la fixation dont ces plantes sont capables, mais en plus elles ont des impacts très intéressants sur la structure du sol et pour la biodiversité, notamment les insectes. Ce sont des plantes avec des inflorescences intéressantes et qui donc ramènent et abritent de nombreux insectes et ramènent voilà, de la vie tant dans le sol que autour des parcelles cultivées. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour l'environnement, mais aussi pour la qualité de vie des animaux, parce que ça veut dire des vaches, des brebis et des chèvres qui pâturent, qui vont à l'extérieur, qui entretiennent les prairies et le paysage. Donc ça c'est encore un élément vraiment important. Et alors, de manière plus agronomique, c'est des circuits fermés avec un recyclage des nutriments. C'est un gros parallèle avec le film. On voit là ces étangs de lisier qui deviennent des déchets alors que normalement ça devrait être des fertilisants précieux. Ici, voilà, c'est avoir un équilibre entre le nombre d'animaux et les surfaces et qu'il y a un lien agronomique entre elles avec un retour des matières organiques qui soit proportionné. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très développé, qui se développe de plus en plus, notamment parmi les agriculteurs bio, mais pas uniquement
du tout ici en Wallonie, avec certains soutiens de la région Wallonie, il faut le reconnaître, qu'il y a quand même certaines avancées à ce niveau-là, des agriculteurs vraiment pionniers dans le domaine, et aussi certains avancent en termes de ration alimentaire des porcins et de la volaille, et aussi choisissent d'élever leurs animaux sans soja, en cultivant notamment des pois, mais aussi des tourteaux de colza, par exemple, etc. D'autres plantes, donc une plus grande diversité de plantes qui peuvent être cultivées chez nous, avec, voilà, encore, grâce à cette diversité, accueillir d'autres insectes structurels, seuls de manière différente, car des systèmes racinaires différents, et pouvoir fournir une ration alimentaire adéquate à nos animaux. Effectivement, comme le confrère brésilien l'expliquait, ça donne du lait qui est différent d'un élevage à l'autre, ça donne de la viande qui est différente d'un élevage à l'autre parce que chaque agriculteur va faire ses mélanges composés, ses mélanges prairies ou la ration alimentaire de ses animaux et avec certains environnements et pratiques d'élevage qui seront différentes. Chaque ferme est unique et les produits seront uniques. Ça, c'est vraiment important, aussi d'un point de vue culturel, je le pense. C'est un petit peu la réponse que nous souhaitons sur le terrain apporter à ces traités de libre-échange, mais nous avons grandement besoin du soutien des consommateurs et des citoyens autour de nous pour acheter ces produits et rémunérer, créer des circuits parallèles à ces circuits internationaux et valoriser les efforts qui sont faits par les agriculteurs. Parce qu'effectivement, avec ces traités de libre-échange, on a l'impression d'être jeté en pâture. On nous annonce, alors que la situation économique est difficile pour les agriculteurs, on nous annonce encore plus d'incertitudes, encore plus de variabilité. C'est absolument pas rassurant de savoir qu'on prévoit un fonds d'1 milliard pour essayer de nous repêcher si vraiment tout foire. C'est absolument pas serein et c'est absolument pas positif comme annonce. Et donc, si on veut se détacher de tous ces circuits-là, il faut effectivement que les agriculteurs qui s'engagent dans cette voie-là puissent bénéficier d'un soutien actif et continu des consommateurs pour pouvoir pérenniser ces efforts dans le long terme. Parce que ce sont des efforts, bien sûr, c'est beaucoup plus facile d'acheter là maintenant un sac d'aliments tout fait, tout bien calculé. Ça prend plusieurs mois, plusieurs années d'essais, erreurs à nous tous pour adapter, pour développer ces techniques, adapter ces rations d'animaux, retrouver et développer des manières de produire qui soient plus en lien et en harmonie avec notre environnement. Ce sont des efforts colossaux qui sont faits alors que notre situation de départ est difficile et c'est important de soutenir tous les agriculteurs qui s'engagent dans cette réflexion-là, dans ces démarches-là. Et les soutenir, c'est notamment passer par des circuits courts. Effectivement, et en développer là où ils ne le sont pas. Je souhaite et nous travaillons vivement au fait que les circuits courts ne se limitent pas qu'aux petits magasins ou aux épiceries fines. C'est important que l'approvisionnement sain et durable et de qualité soit accessible au plus grand nombre. Et on ne souhaite pas un grand supermarché, une grande chaîne de supermarchés bio ou local à travers tout le pays. Non, nous souhaitons des milliers de fermes et des milliers de petits circuits qui puissent alimenter les villes de manière beaucoup plus diversifiée et résiliente. Mais donc ça passe par aussi la fourniture des cuisines de collectivité, des cantines, pas uniquement de la vente aux quelques consommateurs peut-être un peu plus privilégiés, ou en tout cas ceux qui peuvent se permettre ces efforts-là. Il faut que ça se généralise, et pour se généraliser, ça doit se diversifier. Il y a effectivement... Je rebondis, Géraldine, parce qu'il y avait précisément sur toutes les alternatives au soja, toutes les alternatives locales. Il y a eu plein de questions, donc Vincent y a déjà très bien répondu. Et il y a juste pour un cas spécifique, puisque tu as évoqué plutôt bovin, porc, chèvre. Et alors, il y a Daphné qui dit qu'elle est éleveuse de canards en plein air et qu'elle n'a pas trouvé d'aliments sans soja malgré ses recherches. Donc, est-ce que toutes les alternatives que tu as mentionnées pour des canards, est-ce que tu sais si c'est adapté ou pas? Oui, en tout cas, ici, j'ai un collègue très proche qui
qui nourrit en partie, enfin notamment ces canards, parmi d'autres volailles, sans soja. On peut effectivement, enfin voilà, via le site de la FUGEA, il y a tout un groupe autonomie, et donc on essaye de prendre note et aussi d'encadrer techniquement tous ces essais qui sont faits par les agriculteurs sur le terrain et les diffuser parmi les agriculteurs, mais aussi plus largement. Et il n'y a pas uniquement ici, moi je suis assez connecté avec ce qui se fait outre-Manche, et il y a par exemple le site Agricology, où un peu avec la même mécanique, des agriculteurs essaient en ferme des essais, des erreurs, et on partage les conclusions de ce qu'on essaye, et on essaye d'avancer ensemble. Il y a quelques académiques qui nous suivent et qui nous soutiennent dans cette démarche-là. Oui, Caprin, en fait, je me rends compte qu'on est dans une situation encore intermédiaire entre les ruminants et les monogastriques, parce que souvent, effectivement, vu que ce sont des plus petits ruminants, on a tendance à les nourrir de manière plus intensive, et donc c'est vrai que parmi les mythes, pour revenir là-dessus, on dit que les chèvres ne peuvent pas pâturer parce qu'elles sont trop sensibles aux parasites. Voilà, il y a plein de mythes comme ça qui existent, tout simplement parce qu'on veut trop simplifier les pratiques de production, et où c'est parfois plus facile, ou en tout cas plus économe en main-d'œuvre, de garder les animaux à l'intérieur et de standardiser leur ration alimentaire. Et donc c'est sûr que quand on pâture, on doit s'adapter à chaque prairie, à chaque animal, à chaque saison aussi. C'est de l'artisanat, ça demande et de l'attention et du travail physique, et toutes sortes d'ingrédients, de la présence aussi, de la mémoire, des connaissances qui soient pas uniquement verbales et qui soient pas uniquement théoriques. Et tout ça, effectivement, on veut plus en entendre parler. Et donc, c'est pour ça qu'il est grand temps de reconnaître la nécessité de l'agriculture à être artisanale et paysanne. C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire intensive en main-d'œuvre, mais c'est pas juste bêtement de la main-d'œuvre, si je puis dire. C'est aussi de la connaissance, des savoir-faire, de l'observation, beaucoup de temps et de patience. Et voilà, c'est sûr que c'est pas dans les standards industriels et dans les standards des traités de libre-échange, mais c'est inhérent à l'activité nourricière agricole. Et si on comprend pas ça, voilà, effectivement, faut pas s'étonner de voir ces méga fermes ou ces systèmes-là apparaître. Merci, ouais, merci Vincent. Est-ce que, vu l'heure, Nicolas, est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions du public sur tout ce qu'on s'est dit? Une ou deux questions intéressantes. Enfin. Alors, en tout cas, ici, l'intervention de Vincent a répondu à plusieurs questions. Donc, je pense que, vu l'heure, c'est vrai qu'on peut peut-être clôturer tout doucement. En tout cas, Vincent, en lisant le chat, je vois que tu as 2 électeurs déjà. C'est ça. Et donc, peut-être avant de clôturer, un petit mot sur la mobilisation de Attends, Vincent veut parler à son public. À ses électeurs. À ses électeurs. Je vais essayer de retrouver un des rapports d'essai en ferme immédiatement. Ça va ? Super, merci beaucoup. Voilà, ou autrement on fera suivre, on pourra essayer de faire suivre peut-être, si jamais. Oui, effectivement, du coup, voilà, vu l'heure, on va commencer tout doucement à conclure, comme tu disais, Nicolas. Et là encore, je vais te laisser le mot de la fin pour parler un peu de cette mobilisation qui a vraiment est justifiée, ou en tout cas qui a appelé ce ciné-débat, la mobilisation de dimanche. Voilà, si tu veux bien nous en dire quelques mots, et voilà, que tout le monde sache un peu ce qu'il en est, ce qu'ils peuvent faire éventuellement pour participer, se mobiliser à nos côtés. Tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire en tout cas, c'est voter pour Vincent, si un jour il se présente, comme certains l'ont suggéré. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est ce dimanche 18 avril, la mobilisation qu'on évoque depuis tantôt, c'est une mobilisation qui est organisée par une trentaine d'organisations et de collectifs qui vont se mobiliser à Frameries. Alors pourquoi ? Parce que la firme Clarbaut prévoit d'y construire une nouvelle énorme usine de production de frites surgelées.
Et alors, ce projet d'usine, en fait, il révolte tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, à la fois les habitants des alentours qui dénoncent les nuisances, les agriculteurs qui sont exploités par des firmes comme Clarbout, les citoyens qui réclament l'abandon de manière plus générale du modèle agro-industriel qui détruit notre planète. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des frites surgelées qui seront produites par l'usine et qui sont produites par les autres usines déjà de Clarbout sont destinées à l'exportation, et notamment vers les pays comme le Pérou, qui produisent déjà toutes les patates qu'il leur faut. Donc, c'est une vraie aberration à nouveau. Et alors, cette mobilisation, c'est aussi l'occasion de se mobiliser et de protester contre les accords de libre-échange qui sont sur la table, comme l'UE Mercosur, l'UE Pérou. Et alors, comment est-ce que cette mobilisation va s'organiser? Alors, je vous envoie en tout cas le lien dans le chat de l'événement Facebook, sur lequel il y a les informations. Alors sur place, malheureusement, avec les mesures Covid, en plus avec les nouvelles mesures Covid, on n'est pas autorisé par le gouvernement à rassembler plus que 2 groupes de 50 personnes. Donc on a dû faire des inscriptions, elles sont déjà complètes. C'est dramatique pour la démocratie. Mais donc la mobilisation va aussi se passer en ligne. Elle se passe déjà en ligne de plusieurs manières que je vais aussi vous copier dans le chat, comme ça vous avez toutes les informations. Alors en tout cas, ce que vous pouvez faire dimanche entre 10h30 et 15h, c'est garder un œil sur la page Facebook de Agroecology in Action. J'ai mis le lien dans le chat, parce que toute l'action va être retransmise en live. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est manifester votre soutien sous les yeux des dirigeants en envoyant une photo créative de soutien à l'adresse mail qui est indiquée dans le chat et en postant cette photo sur les réseaux sociaux avec les hashtags que j'ai indiqués. Les consignes, du coup, pour ça aussi, c'est sur un lien dans le chat. Et puis, troisième option, c'est d'interpeller directement les ministres qui sont impliqués dans cette affaire, directement sur leur compte Facebook, sur Twitter, en suivant donc les consignes aussi que j'ai mis sur le lien. Et alors, peut-être pour clôturer aussi, puisqu'on en est au moment des annonces et de l'envoi de liens, peut-être rappeler que cette projection en ligne, elle est un prolongement du Festival alimentaire qui a lieu chaque année en octobre à Bruxelles et dans les principales villes de Wallonie. Et donc, n'oubliez pas dans quelques mois de jeter un œil au site du festival, que je mets aussi dans le chat, pour découvrir la sélection des films qu'on vous proposera pour cette année. Et on est précisément pour le moment en train de travailler sur la sélection. Donc voilà, il y a du bon qui s'annonce. Et je veux juste rajouter, pardon, je reviens un tout petit peu avant, que Hélène a aussi mis dans le chat la pétition de Stop EU Mercosur, je crois. Voilà, c'est aussi une autre façon une autre façon d'agir et tout ça n'est évidemment pas vain. Et j'ai vu passer aujourd'hui déjà cet après-midi une réaction d'une ministre wallonne de l'environnement, voilà, qui prenait déjà suite à l'interpellation, qui prenait un peu position. Alors évidemment, il faut qu'il y ait masse, mais voilà, ça bouge un petit peu, ça sert à quelque chose de se mobiliser et de manifester son désaccord sur ces accords. Voilà. Hélène, Vincent, est-ce que vous souhaitez rajouter une dernière petite chose avant qu'on Non, simplement dire merci beaucoup pour l'invitation à l'événement. C'est toujours chouette de pouvoir parler de tout ça, et surtout quand c'est sur base d'un chouette documentaire. Et du coup, ouais, je reprendrai ce qu'a dit le collègue de Mozambique, que voilà, il y a des fois où il faut faut résister, faut protester, faut dire non. Et je pense clairement que l'occasion de l'accord UE-Mercosur, il faut s'y opposer, et on espère avoir le soutien des citoyens et des politiques pour s'opposer à ce type de modèle agricole et commercial. Merci à tout le monde pour votre présence ce soir. Merci beaucoup, Hélène. Vincent, un petit mot si tu es toujours là? Oui, donc aussi préciser que dans le chat, je me suis permis de poster le lien vers le texte officiel de la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans, paysannes et personnes travaillant en zone rurale. C'est important que tous et toutes se l'approprient, déjà le connaissent, et se l'approprient et utilisent ces libertés-là. Et voilà, tout simplement, vous remercier pour l'invitation aussi au nom de la FUGEA. C'est toujours un soutien et
une alliance très importante pour nous de pouvoir défendre les enjeux agricoles et environnementaux en lien étroit avec la société civile. Voilà, pendant le processus de cette déclaration, j'ai pu aussi vraiment largement bénéficier de ce dialogue super constructif entre les syndicats agricoles, paysans et la société civile. Ça n'a pas lieu dans beaucoup de pays, malheureusement, et je pense que c'est une spécificité belge dont nous pouvons être fiers et que nous devons continuer à alimenter. Merci beaucoup à tous les participants et au plaisir de se recroiser. Merci beaucoup Vincent et puis merci à tous et à toutes d'avoir participé, d'être restés jusqu'au bout et donc rendez-vous en octobre pour le Festival alimentaire 2021.